Bonjour et bienvenue. Derrière chaque intelligence artificielle capable de prédire le prix d'une maison ou la météo de demain, il y a un concept qui se cache en coulisses, un concept fondamental, l'erreur quadratique moyenne ou MSE. C'est en quelque sorte le mécanisme qui permet à une machine d'apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce héros méconnu de l'IA. La question de départ a l'air simple, mais la réponse, elle, est assez complexe. Comment est-ce qu'on quantifie l'erreur d'une machine? Si un modèle se trompe, ok, mais de combien s'est-il trompé? Et surtout, comment on utilise cette information pour qu'il fasse mieux la prochaine fois? Eh bien, c'est précisément le problème que l'erreur quadratique moyenne vient résoudre. Alors, prenons un exemple tout simple. Imaginons un modèle qui prédit le prix des maisons. Dans le premier cas, l'erreur est de 10 000 euros. Dans le second, elle est de 100 000 euros. Instinctivement, on sent bien que la prédiction B est bien plus fausse que la A. Tout l'enjeu, c'est de trouver une méthode mathématique pour mesurer cette différence. Une méthode qui va pénaliser beaucoup plus sévèrement les grosses erreurs. Et c'est exactement là que la mise au carré entre en jeu. Voici notre programme. On va commencer par définir ce qu'est l'erreur de prédiction et d'où vient la méthode des moindres carrés. Ensuite, on passera à la définition formelle de la MSE et on verra comment elle entraîne concrètement un modèle. On explorera ses applications, mais aussi ses limites, avant de terminer sur une petite réflexion sur l'avenir de la mesure de l'erreur. Pour bien comprendre la maçonne, il faut faire un petit bond dans le passé. On remonte à plus de 200 ans, bien avant les premiers ordinateurs. L'idée de base, figurez-vous, elle ne vient pas de l'informatique, mais de l'astronomie, du besoin de prédire la trajectoire des comètes. Ce qui est assez incroyable ici, c'est que le concept a été formalisé par le mathématicien Legendre en 1805 pour des problèmes d'astronomie. Et il a fallu attendre plus d'un siècle et demi jusqu'en 1960 pour que deux chercheurs, Widrow et Hoff, adaptent cette même idée pour entraîner l'un des tout premiers neurones artificiels, Adaline. C'est fou de se dire qu'une idée née pour suivre les étoiles sert aujourd'hui à guider l'intelligence artificielle. Bon, maintenant que l'on connaît son origine un peu surprenante, décortiquons ce qu'est vraiment l'erreur quadratique moyenne. Voilà la définition officielle, mais en termes plus simples, c'est une manière standard de mesurer la qualité d'un modèle de prédiction. Ça nous donne un seul chiffre qui résume la performance globale du modèle sur tout un tas de données. Et la règle est simple, plus ce chiffre est bas, meilleur est le modèle. La formule, en fait, elle est super intuitive. Pour chaque prédiction, on calcule l'erreur, c'est-à-dire la différence avec la valeur réelle. Ensuite, on met cette erreur au carré. Et à la fin, on fait la moyenne de toutes ces erreurs au carré. Mais alors pourquoi mettre au carré? Il y a deux raisons vraiment cruciales. La première, c'est que ça garantit que toutes nos erreurs sont positives. Comme ça, une erreur de plus 10 et une de moins 10 ne s'annulent pas. La deuxième raison, et c'est le point clé, c'est que ça pénalise de manière exponentielle les très grosses erreurs. Une erreur de 10 au carré, ça devient 100, mais une erreur de 2, ça devient seulement 4. Le modèle est donc très fortement incité à éviter les prédictions qui sont complètement à côté de la plaque. Mais attention, la MSE ne mesure pas juste une simple distance. Comme l'indique cette citation, elle capture en réalité deux types d'erreurs bien distinctes. Ce qu'on appelle le biais et la variance. Pour faire simple, le biais, c'est une erreur systématique. Imaginez un archer qui tire toutes ses flèches systématiquement un peu trop à gauche de la cible. Il est biaisé. La variance, c'est la dispersion. Là, notre archer n'est plus biaisé, il tire bien en moyenne au centre, mais ses flèches sont éparpillées partout autour. Un bon modèle, c'est comme un bon archer. Il doit avoir un faible biais et une faible variance. La MSE, elle, nous aide à mesurer cet équilibre super délicat, le fameux compromis biais-variance, qui est vraiment au cœur du machine learning. Ok, donc la MSE, ce n'est pas juste une note qu'on donne à la fin pour évaluer un modèle. Non, c'est bien plus que ça. C'est un guide actif, une sorte de boussole qui indique au modèle comment s'améliorer pas à pas pendant son entraînement. Dans le jargon du machine learning, on appelle ça une fonction de perte, ou loss function en anglais. La MSE, c'est l'une des fonctions de perte les plus célèbres, surtout pour les problèmes où l'on doit prédire une valeur continue, comme un prix ou une température. Et le but de tout l'entraînement, c'est de trouver les réglages du modèle qui vont rendre cette fonction de perte la plus petite possible. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un processus qu'on répète encore et encore, et ça s'appelle la descente de gradient. L'analogie parfaite, c'est d'imaginer qu'on est au sommet d'une montagne, en plein brouillard, et qu'on veut atteindre le point le plus bas dans la vallée. On ne voit rien, mais on peut sentir la pente sous ses pieds. La meilleure stratégie, c'est de faire un petit pas dans la direction où ça descend le plus fort. L'algorithme fait exactement ça. Il calcule la pente de l'erreur, c'est le fameux gradient, et il ajuste un tout petit peu les paramètres du modèle pour descendre cette pente, étape par étape, jusqu'à atteindre, on l'espère, le minimum de la MSE. La MSE est super puissante, mais ce n'est pas une solution miracle. Passons maintenant aux situations où elle excelle et celles où au contraire, il vaut mieux utiliser autre chose. La règle d'or est assez simple. La MSE, c'est la reine des problèmes de régression, c'est-à-dire quand on veut prédire un nombre continu. Par contre, pour les problèmes de classification, par exemple décider si un email est un spam ou non, on va utiliser d'autres fonctions de perte, comme l'entropie croisée, qui sont beaucoup mieux adaptées pour gérer des probabilités et des catégories.
Mais la MSE a une grosse faiblesse, un vrai talon d'Achille qui vient directement de sa plus grande force, la mise au carré des erreurs. Elle est extrêmement sensible aux valeurs aberrantes, ce qu'on appelle aussi les outliers. Alors regardons ce tableau. Ici, tout va bien, le modèle fonctionne plutôt bien, avec des petites erreurs constantes. L'erreur au carré pour chaque point est de 1. Résultat, la MSE pour cet ensemble de données est de 1.0. Parfait, tout est sous contrôle. Maintenant, attention les yeux. Regardez ce qui se passe si on change une seule valeur réelle. Le point numéro 4 passe de 40 à 400. C'est une valeur aberrante, peut-être une faute de frappe dans les données. L'erreur pour ce seul point devient gigantesque, et son carré devient astronomique, plus 130 000. Et voilà l'impact. La nouvelle MSE explose littéralement, elle passe de 1 à plus de 32 000. Une seule donnée un peu folle a complètement faussé la mesure de performance de notre modèle. C'est pour ça que les data scientists passent beaucoup de temps à nettoyer leurs données ou parfois à utiliser des alternatives plus robustes comme l'erreur absolue moyenne qui est moins sensible à ces outliers. Allez, pour finir, résumons les points clés et ouvrons un peu la discussion sur les défis à venir. En résumé, la MSE est un outil vraiment élégant et puissant. C'est une idée qui nous vient de l'astronomie et qui est devenue la pierre angulaire pour entraîner d'innombrables modèles de machine learning. Elle est parfaite pour la régression, elle guide l'optimisation à merveille, mais il faut toujours garder en tête son hypersensibilité aux outliers. Cette citation nous rappelle un point essentiel. La MSE est un choix. Sa grande popularité vient en partie du fait qu'elle est très pratique mathématiquement. Mais ce n'est pas une loi universelle. Dans certaines situations, d'autres façons de mesurer l'erreur pourraient être bien plus intelligentes et plus pertinentes pour le problème qu'on essaie de résoudre. Et ça nous amène à notre question finale. Dans un monde où les IA sont de plus en plus sophistiquées, où elles peuvent se tromper de manière très subtile, très complexe, est-ce qu'on peut encore se fier à un simple score moyen, ou est-ce qu'on aura bientôt besoin de nouvelles façons plus nuancées de mesurer et de comprendre l'erreur ? La réflexion reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.